je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous êtes disposés à nous consacrer la prochaine heure, tandis que nous allons continuer à analyser, à scruter l'excellence des peuples noirs. Aujourd'hui, nous allons regarder, nous allons considérer, analyser l'excellence des peuples noirs sous l'angle des relations internationales, sous l'angle des rapports internationaux, c'est-à-dire des rapports entre les nations, proprement dites. Toutefois, nous ne saurions commencer l'émission sans rendre hommage à un grand disparu du paysage artistique, du paysage littéraire, du paysage politique haïtien. Je veux parler de Franck Etienne. Franck Etienne est un nom très connu, probablement le nom le plus connu auprès des Haïtiens en ce qui a trait à la littérature, en ce qui a trait à la peinture, en ce qui a trait aussi au théâtre. Quant à moi, l'œuvre de Franck Etienne, en particulier son œuvre théâtrale, et là encore, soyons plus précis, sa pièce « Pelle en tête » a été pour moi un moment politique. J'étais encore dans mon adolescence quand cette pièce à saveur hautement politique, c'est-à-dire à saveur hautement anti-dictatoriale, faisait le tour du pays. Et son œuvre fait partie de ces éléments majeurs qui ont formé ma conscience politique. Bon, n'ayant pas grandi à Port-au-Prince et surtout ayant laissé Haïti tout de suite après mes études secondaires classiques, je n'ai pas connu physiquement Franck Etienne. J'ai lu un ou deux de ses livres. Toutefois, l'année dernière, j'étais agréablement surpris lorsque j'ai reçu un texto de son frère, toujours élégant. L'élégance doit être un trait de famille dans ce cas précis. Donc, Marc-Yves Volsi, pour ne pas le nommer, qui m'a transmis un texto dans lequel Franck Etienne lui a exprimé son vif désir d'entrer en contact avec moi. Et ce fut pour moi un honneur. Et effectivement, j'ai appelé Franck Etienne et je fus, dans un premier temps, impressionné, le mot est trop faible,
par son rire à la fois tonitruant, son rire contagieux, mais également par sa générosité et son amabilité. Et depuis ce temps, qui remonte à un petit peu plus d'1 an maintenant, Franck Étienne s'est imposé la discipline de m'appeler à tous les 2 samedis. Et on discutait de tout. On parlait bien sûr de spiritualité, on parlait de littérature, on parlait de politique. Et ce fut pour moi un honneur de me compter au nombre des amis de Franck Étienne. Je fus comme vous triste lorsque j'ai appris la nouvelle de son départ, sauf que c'était prévisible, hein. Ceux qui ont échangé avec Franck Étienne au cours des dernières semaines, comme ce fut le cas pour moi, savent que Franck Étienne n'arrêtait pas de dire qu'il était fatigué d'entendre les bruits de balles dans son quartier ou un peu partout à Port-au-Prince. Il était fatigué de voir son peuple souffrir, n'est-ce pas, de l'abandon de l'État et surtout de la violence de ces terroristes. Eh bien, je pense que dans le cas de Franck Étienne, c'est mission accomplie, hein. Il a rempli ce pourquoi il était venu sur Terre. C'est un génie. Je pense que le mot ici n'est pas un cliché. C'est un homme aux multiples dimensions, grand auteur devant l'Éternel, grand acteur aussi, dramaturge, grand peintre, chanteur, danseur. Eh bien, quand on sait les divers talents, quand on sait les nombreux dons de Franck Étienne, eh bien, il faut dire comme tout le monde, son départ constitue une lourde perte pour Haïti. Mais comme nous le savons, c'est le sort qui est réservé à tout être humain. Martin Luther King appelle la mort justement l'ultime démocratie. Eh bien, puisque la mort est inévitable, et puisque dans le cas de Franck Étienne, il a rempli sa mission, nous ne pouvons faire que, comme les Vaudouisans, lui souhaiter une bonne traversée, tout en présentant nos condoléances à ses proches, à son épouse, ses enfants, ses frères et sœurs, et en particulier son frère, qui vit ici, mon ami Marc-Yves Volsi. Nous présentons donc à tout ce beau monde, au peuple haïtien en général, nous présentons donc nos condoléances les plus sincères. Nous voulons également saluer le départ d'un autre érudit qui est parti il y a environ 12 ans cette année. C'est un homme dont on parle peu et qui n'était le fameux proverbe « Nul n'est prophète dans son pays » serait connu internationalement. Je parle ici du docteur Daniel Mathurin. On le connaît comme médecin, mais c'est un infatigable chercheur. Et en vérité, puisque moi j'ai le privilège de lire ses œuvres inédites, c'est l'un des premiers à avoir révélé, n'est-ce pas, à un cercle d'initiés dans un premier temps, mais également au grand public, toutes les richesses que comporte, toutes les richesses que recèle le sous-sol haïtien. Et si nul n'était prophète en son pays, eh bien, en vérité, l'œuvre de Daniel Mathurin serait connue de par le monde. Pour moi, Daniel Mathurin, c'est un érudit de la trempe de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est très connu de par le monde pour avoir révélé la nature négroïde de la civilisation africaine, pour avoir démontré de manière incontestable l'antériorité de la civilisation et de la culture noire. Mais si l'œuvre de Daniel Mathurin était publiée, eh bien, je n'ai aucun doute qu'il serait autant apprécié de par le monde et qu'il serait entré dans le panthéon des grands hommes qui sont utiles à la civilisation humaine. Et donc, puisque la semaine dernière a ramené le 12e anniversaire de la mort mystérieuse du docteur Daniel Mathurin, eh bien, je profite du départ de Franck Étienne pour saluer aussi la mémoire de Daniel Mathurin. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je veux présenter mes condoléances à sa famille, en particulier à sa femme, mon ami, mais également à tout le peuple haïtien qui a intérêt à replonger
dans les travaux de Daniel Mathurin. On trouve quelques traces de ces travaux sur YouTube. Si vous tapez Daniel Mathurin, eh bien alors là, vous aurez accès à quelques-unes de ces conférences sur les ressources rares, sur les ressources critiques que recèle le sous-sol haïtien. Et donc, je tenais humblement à saluer le départ de ces deux hommes et surtout à leur rendre un hommage immensément mérité, qu'il s'agisse alors de Franck Étienne dans le domaine de l'art, dans le domaine de la peinture et également dans le domaine de la politique, puisque j'ai dit que son œuvre théâtrale constitue l'un des moments majeurs dans la formation de ma conscience politique, tout comme d'ailleurs la musique nouvelée du couple Yol et Ancy Desroses. Nous en parlerons dans les prochaines semaines quand nous présenterons notre émission sur l'excellence haïtienne en matière musicale. Mais pour l'instant, contentons-nous de rendre hommage à ces deux grands hommes, Franck Étienne, qui est parti cette semaine, et le docteur Daniel Mathurin, qui est parti voilà 12 ans. Ces deux grands hommes, bonne traversée. On s'arrête ici. La pause a pris du temps à s'imposer, mais il fallait rendre hommage à ces deux hommes. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous aurons besoin de tous nos esprits, tandis que nous allons contraster l'excellence des peuples noirs en matière de relations internationales aux relations basées sur des intérêts et qui sont promus par les peuples leucodermes. Vous notez qu'aujourd'hui, je ne parle pas seulement des civilisations occidentales, car lorsqu'on va parler de ces relations internationales basées sur les intérêts, ce ne sont pas seulement les Occidentaux, c'est en général les peuples leucodermes qui mettent de l'avant ce paradigme basé sur les intérêts. On se retrouve après la dite pause, c'est promis. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Avant la pause, on s'était promis de parler de l'excellence des peuples noirs, l'excellence haïtienne en matière des relations internationales, en matière des rapports internationaux. Eh bien, nous allons consacrer toute l'émission à ce thème-ci aujourd'hui. Le prétexte nous fut servi dimanche dernier lorsque les journalistes un peu naïfs ont été scandalisés lorsqu'ils ont appris que Donald Trump a conditionné l'aide américaine à l'accès aux minéraux critiques, à l'accès aux terres rares de l'Ukraine. Jusque-là, l'État américain, les États-Unis d'Amérique, nous ont laissé l'impression qu'ils aidaient l'Ukraine de manière désintéressée. Joe Biden nous laissait la fausse impression, je dis bien fausse impression, puisque, comme on le sait, pendant plusieurs années, le fils de Joe Biden a gagné beaucoup d'argent en siégeant sur le conseil d'administration d'une entreprise ukrainienne. Et quand on regarde le CV de Hunter Biden, tout ce qu'il détient comme compétence, c'est d'être
le fils du vice-président d'alors de Barack Obama, Joe Biden, qui est devenu par la suite président. Et donc, j'ai dit que Joe Biden nous a toujours laissé la fausse impression que les États-Unis d'Amérique aidaient l'Ukraine contre la Russie sur simple question de principe. Principe du respect de l'autodétermination des peuples. Bon, il faut être naïf pour croire en cela, puisque l'histoire des rapports des États-Unis d'Amérique avec les autres peuples révèle tout à fait le contraire. Sauf que l'intégrité intellectuelle nous commande de vous dire que ce ne sont pas seulement les États-Unis d'Amérique qui cherchent leurs intérêts dans leur rapport avec les autres nations, ce sont, et j'insiste, tous les peuples leucodermes. Vous notez, cette fois-ci, je ne parle pas seulement des peuples occidentaux, car il faut vraiment tirer une ligne de démarcation, il faut dresser le distinguo entre les peuples leucodermes qui proposent un certain paradigme dans leur rapport avec les autres nations, d'une part, et les peuples noirs qui proposent un tout autre paradigme. Au fait, un paradigme qui est aux antipodes du paradigme des leucodermes dans leur rapport de ces peuples noirs-là avec les autres. Alors, pour parler de l'excellence des peuples noirs dans leur rapport avec les autres nations, dans leurs relations internationales, nous allons bâtir l'émission d'aujourd'hui en deux grands contrastes. D'abord, je vais vous proposer une série presque interminable d'exemples de relations des peuples leucodermes avec les autres peuples, une série d'exemples presque interminables de rapports entre les peuples leucodermes entre eux, et vous verrez à chaque fois, et je vais vous le dire, vous en faire la démonstration, vous verrez à chaque fois que ces relations-là reposent sur un paradigme intéressé. Et ce n'est pas pour rien que leur porte-parole, dans ce sens-là, l'ancien président français, Charles de Gaulle, a dit que les peuples n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Cette phrase est devenue une espèce de principe, cette phrase est devenue un axiome. Quand on étudie en relations internationales, quand on étudie en diplomatie, eh bien, on nous invite toujours à nous poser la question, selon vous, quels sont les intérêts de tel pays dans son rapport ou dans ses relations avec tel autre pays. Et quand on identifie les intérêts, on est en mesure d'expliquer alors la politique étrangère du dit pays. Ça, c'est le paradigme des pays leucodermes. Dans la deuxième partie de l'émission, je vais vous proposer un autre paradigme. C'est le paradigme des relations internationales proposées par les peuples noirs. Et vous verrez que, contrairement aux peuples leucodermes, les peuples noirs basent ou font reposer leurs relations internationales, c'est-à-dire leur rapport avec les autres nations, non pas sur les intérêts, mais sur l'amitié. Les peuples noirs font reposer leurs relations avec les autres nations, non pas sur des intérêts, mais sur la commune humanité. Et nous allons vous en faire la démonstration en nous servant largement de la toute jeune histoire de la République d'Haïti. Je dis toute jeune parce que pendant ces 4 dernières émissions, nous avons puisé, n'est-ce pas, largement dans le continent dont la civilisation est plurimillénaire. Je parle de la civilisation africaine, et pour démontrer à quel point la culture africaine, la civilisation africaine, la science africaine, les mathématiques africaines, n'est-ce pas, sont, si vous voulez, l'école dans laquelle a puisé la civilisation occidentale. Aujourd'hui, vous me permettrez de puiser mes exemples dans la toute récente histoire politique haïtienne pour vous démontrer que si du côté des leucodermes, les relations sont basées sur les intérêts, eh bien du côté du peuple noir,
les relations sont basées uniquement sur l'amitié, les relations sont basées sur la commune humanité. C'est le fameux principe de l'Ubuntu, n'est-ce pas? Où on oublie ses propres intérêts, où on pense aux intérêts de tout le monde. Ainsi donc, on peut se sacrifier, on peut fermer les yeux sur ses propres besoins afin d'aller aider un autre qui se trouve dans une situation beaucoup plus nécessiteuse que nous. Alors, je disais, Donald Trump semble avoir surpris quelques naïfs lorsque, dans son bureau ovale, il a dit devant des journalistes qu'il a conditionné désormais l'aide américaine à l'Ukraine à l'acceptation par l'Ukraine de donner accès aux États-Unis à non moins que 50% de ces minéraux critiques, à non moins que 50% de ces terres rares. Je n'ai pas arrêté de vous dire dans mes dernières émissions que nous sommes dans une période de virage énergétique. Et l'histoire des 500 dernières années nous révèle que dans ces moments de virage énergétique, les leucodermes, les nations blanches vont partir de par le monde en quête de nouvelles ressources. Elles vont refuser de les acheter, elles vont manœuvrer pour les prendre, elles vont manœuvrer pour provoquer la guerre contre ces nations qui détiennent ces ressources-là. On a vu ça dans l'histoire avec l'Empire britannique, c'est ce qu'on appelle la diplomatie de la canonnière. Comment l'Empire britannique faisait-il de la diplomatie quand l'armée britannique arrivait aux frontières d'une nation plus faible? Eh bien, elle y arrivait avec ses navires, elle y arrivait avec ses bateaux de guerre, et elle vous faisait, enfin, son armée vous faisait connaître sa volonté en tirant quelques coups de canon, et après quelques coups de canon, eh bien, cette nation était prête à se rendre et à accorder, n'est-ce pas, à l'Empire britannique tout ce qu'il demandait. Eh bien, cela, on l'a vu au cours des derniers siècles. À chaque fois qu'il y a donc un virage énergétique, les nations leucodermes partent vers les autres nations, non pas pour acheter, non pas pour négocier de manière loyale, mais pour voler, n'est-ce pas, les ressources des autres, puisque les nations leucodermes refusent de payer quand elles découvrent une ressource dont elles ont besoin, ces nations-là, et qui est détenue par un autre peuple. Alors Donald Trump a dit à l'Ukraine, nous allons conditionner notre aide à l'accès à vos ressources critiques, à l'accès à vos minéraux critiques, à l'accès à vos terres rares. Donald Trump n'a pas seulement envoyé son secrétaire d'État, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères, il a dépêché auprès du président Zelensky, qu'il a insulté au passage, n'est-ce pas, son émissaire en matière commerciale, et qui lui a fait comprendre net que les États-Unis refusent d'aider à moins que l'Ukraine accepte de signer un accord, libre consentement, on repassera, à moins que l'Ukraine accepte de signer un accord dans lequel eh bien, ce pays-là donne accès aux États-Unis à 50% de ses minéraux, à 50% de ses terres rares. Et comme si cela en soi n'était pas suffisant, et presque au même moment, on entendait son vice-président à la conférence sur la sécurité à Munich. Ils tenaient tous les mêmes propos pour aider l'Ukraine. L'Ukraine doit accepter de nous donner accès à 50% de ses minéraux critiques. Donc c'est du donnant-donnant. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en.
nos intérêts en vous fournissant des armes, nos intérêts en vous fournissant de l'argent consistent à avoir en retour accès à vos minéraux critiques. Bon, et il ne faut pas croire que c'est Donald Trump qui a inventé cela. La grande différence entre un Donald Trump et un autre président américain, c'est que Donald Trump dit tout haut ce que les autres font, n'est-ce pas, tout bas. Donald Trump fait à la face de la ville et du monde ce que les autres font en secret. Je vais donc, comme je l'ai dit en début de l'émission, vous fournir une série d'exemples interminables, exemples par lesquels vous verrez à chaque fois le paradigme des relations entre les nations, le paradigme, le coderme entre les nations, eh bien, c'est que les relations doivent reposer sur les intérêts. Pour ne pas aller plus loin, on va commencer ces exemples-là, n'est-ce pas, en 1881, 1882. Que se passe-t-il à la fin du 19e siècle? C'est que les nations occidentales, à commencer par l'Empire britannique, commencent à s'industrialiser. Et économiquement, il en coûte moins cher de produire quelque chose par une machine que de le faire, n'est-ce pas, travailler par un esclave. Il fallait non seulement nourrir l'esclave, comme vous le savez, cela entraînait un coût, il fallait aller le captiver en Afrique, construire des négriers, attendre jusqu'à 3 mois, n'est-ce pas, faire travailler cet esclave-là, et la durée de vie utile d'un esclave n'était pas si longue que cela, et les chiffres, n'est-ce pas, l'économie prouvait par A plus B qu'il en coûtait moins cher de produire quelque chose par une machine que de le faire produire par un esclave. C'est la fameuse industrialisation. Dès lors qu'on a découvert qu'il en coûtait moins cher de produire quelque chose par une machine que par un esclave, eh bien, l'Empire britannique est devenu l'apôtre soudain de l'abolition de l'esclavage. Sauf que les autres nations ont mis du temps à comprendre cette logique. Haïti a imposé la logique de l'abolition de l'esclavage à la France en 1804. Et lorsque nous avons proclamé notre indépendance à la suite de la proclamation de l'abolition de l'esclavage chez nous en 1793, eh bien, le monde occidental, qui avait les mains trempées dans le trafic inhumain de l'esclavage, n'est-ce pas, a dû, si vous voulez, réajuster ses cartes. D'abord, le monde religieux. Je l'ai déjà dit, après l'indépendance d'Haïti en 1804, les nations chrétiennes se sont réunies dans un congrès et le but de ce congrès, c'était de remanier la Bible et d'en faire désormais une version pour les esclaves. C'est la fameuse Bible des esclaves. Et qu'est-ce qu'on a fait dans cette Bible? On a réduit la Bible que vous avez entre les mains et que les mêmes occidentaux vous présentent comme la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole inspirée de Dieu, la parole sortie de la bouche de Dieu, parole de laquelle il ne faut rien retrancher et à laquelle il ne faut rien ajouter. Et bien, tout de suite après l'indépendance d'Haïti en 1804, 2 ans après, les nations occidentales qui n'arrêtaient pas d'envoyer des missionnaires dans les Caraïbes, qui n'arrêtaient pas d'envoyer des missionnaires en Afrique, ont retouché la Bible et ont enlevé de cette Bible 2/3 de son contenu. On enlevait des livres comme l'Exode qui parle de la libération des esclaves hébreux par un certain Moïse. On disait non, il ne faut pas que l'esclave soit exposé à ces récits-là, donc il faut enlever
ce récit-là de la Bible, puisque contrairement à ce qu'on nous raconte, eh bien, les esclaves savaient lire pour une raison aussi simple que cela. L'écriture, mais c'est nous, le peuple noir, qui l'avons inventé. Les premiers manuscrits, les premiers livres, n'est-ce pas, c'est nous qui les avons écrits. Donc c'est faux ce qu'on nous raconte, à savoir que les esclaves ne savaient pas lire. Eh bien, beaucoup d'esclaves savaient lire et on voulait éviter d'exposer les esclaves, n'est-ce pas, les captifs, c'est le terme qu'il faut utiliser, puisque nos ancêtres ne se sont jamais considérés comme esclaves, ils ont été plutôt pris en captivité. Nos ancêtres, n'est-ce pas, étaient exposés à des récits de libération, et les missionnaires ont dit non, non, il va falloir changer ça. Et toutes les nations occidentales qui avaient les mains trempées dans ce commerce inhumain-là se sont réunies et ont retouché la Bible. 2/3 de la Bible, n'est-ce pas, sont partis en fumée, car il ne fallait plus que les esclaves entendent parler du livre de l'Exode, il ne fallait plus que les esclaves entendent parler du livre du dieu Philémon dans le Nouveau Testament, en sorte que tout ce qu'il restait, c'est 1/3, et beaucoup de ces écrits-là sont des écrits de Paul, dans lesquels Saint Paul disait, écoutez, esclaves, soyez soumis à vos maîtres, n'est-ce pas, des textes aussi aliénants que cela, car la déclaration d'indépendance haïtienne a fait bouger les lignes dans les rapports, n'est-ce pas, des nations leucodermes avec les autres. Donc, du point de vue religieux, on voit ce que ça a provoqué comme changement. On a éliminé 2/3 de la Bible. Donc, les esclaves n'avaient accès désormais qu'à 1/3. Et on disait aux jésuites, qui étaient ceux-là qui étaient responsables de catéchiser les esclaves, qu'il ne fallait surtout pas parler de ces récits de l'Ancien Testament, qu'il ne fallait surtout pas parler de ce récit, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, où un esclave s'est enfui loin de son maître. Il ne fallait surtout pas citer ces textes dans lesquels la Bible dit que nous sommes tous enfants du même Dieu et que nous sommes égaux en théorie devant ce Dieu-là. Il fallait au contraire parler d'autres versets qui nous invitent à souffrir, à obéir en tant qu'esclaves à nos maîtres, dans l'espérance que dans l'au-delà, nous obtiendrons, si vous voulez, la vie éternelle. Alors, ce que Trump fait là, à savoir conditionner ses relations avec les autres sur les intérêts, je disais, c'est rien de nouveau, et je vous avais promis de partir de 1881. 1881, nous sommes dans ce qu'on appelle la conférence de Berlin. À la conférence de Berlin, c'est le chef d'État allemand qui convoque ses homologues, les autres chefs d'État ou chefs de gouvernement des nations leucodermes, puisqu'il n'y avait pas que des Occidentaux à cette conférence, les Russes, eux aussi étaient présents. Et imaginez, à l'ordre du jour de cette conférence de Berlin, on allait décider, en tant que nation blanche, comment on allait se partager l'Afrique. Et si vous prenez le temps, vous pouvez trouver les actes de cette conférence de Berlin sur Internet. J'en parle dans mon livre « Être noir, une fabrication occidentale ». Si vous prenez le temps de lire, de passer à travers les actes, mais très longs, de cette conférence de Berlin, vous ferez un certain nombre de remarques. D'abord, l'objet de cette conférence, c'était de se partager l'Afrique, mais sans les Africains. Ça vous dit quelque chose? On se réunit en tant que nation leucoderme pour parler d'un autre, mais sans se donner la peine d'inviter cet autre-là. Ça vous dit Donald Trump? Bien sûr que ça devrait vous rappeler Donald Trump. Donald Trump envoie son secrétaire d'État, il envoie ses diplomates rencontrer les Russes pour parler de l'Ukraine, mais sans l'Ukraine. C'est ça, l'un des piliers, n'est-ce pas, des relations internationales aux yeux d'un leucoderme. On peut parler de l'autre si l'autre a des ressources. On peut parler de l'autre si l'autre a des richesses dont on a besoin, mais on n'a pas besoin de l'inviter. On va inviter, n'est-ce pas, une nation
de puissance semblable, on va inviter un État de puissance comparable pour décider avec lui de ce qu'on va faire des richesses de l'autre sans l'accord de l'autre. Si Zelensky était le moindrement formé en histoire, eh bien, il s'attendrait à ce revirement des États-Unis. J'ai déjà cité Henry Kissinger, que je n'aime pas, mais qui est un érudit en matière de relations internationales. Si vous voulez comprendre, n'est-ce pas, les enjeux géopolitiques, vous n'avez pas le choix que de lire Henry Kissinger, même si certaines fois vous devez vous boucher le nez en le lisant. Eh bien, c'est lui qui disait, je paraphrase, s'il est dangereux d'être les ennemis des Américains, il est encore plus dangereux d'être leur ami, car les États-Unis ont pour habitude de lâcher leur ami en pleine négociation avec quelqu'un qu'on considérait jusque-là comme un ennemi. Alors, revenons donc à cette fameuse conférence de Berlin. Les nations, le CODERM se réunissent, et là on s'est dit, telle partie de l'Afrique va être pour la Belgique, telle autre partie va être pour la France, telle autre partie va être, n'est-ce pas, pour l'Allemagne, telle autre pour la Norvège, parce que toutes les nations occidentales, toutes les nations, le CODERM étaient représentées, car on avait choisi de déchiqueter l'Afrique. Nous sommes en 1881, mais vous notez que ce paradigme-là n'a pas changé. Lorsque, dans les années 50, les Africains ont commencé à se rebeller, c'est injuste vis-à-vis de nos frères africains, lorsqu'ils ont intensifié leur rébellion contre la France, eh bien, qu'est-ce que la France fait ? Après avoir assassiné pas mal d'entre eux, la France leur a entré dans la gorge un accord qu'on appelle la France-Afrique. En quoi consistent ces 11 accords secrets qui constituent la France-Afrique ? Eh bien, la France fait main basse, littéralement, sur les richesses du sous-sol africain, sans nécessairement offrir à ces États africains l'occasion de dire non. Tout comme fait Donald Trump avec l'Ukraine. Il a dit à la face du monde que Zelensky n'a rien en main pour dire non. Il lui faudra dire oui, car s'il ne dit pas oui, Zelensky, c'est-à-dire s'il ne donne pas 50% de ses minéraux critiques aux États-Unis, c'est pas compliqué, nous allons tout simplement couper la tuyauterie, il n'y aura plus d'armes américaines en Ukraine, il n'y aura plus un seul dollar américain en Ukraine, et on va faciliter aux Russes, n'est-ce pas, la prise du territoire ukrainien. Donc, derrière la soi-disant aide américaine se dessinaient déjà les intérêts américains. Les intérêts américains dans cette guerre russo-ukrainienne, c'était de faire main basse sur les terres rares ukrainiennes. C'était de faire main basse sur les ressources critiques ukrainiennes. Et encore une fois, Donald Trump n'a rien inventé. Donald Trump n'a fait que suivre, n'est-ce pas, le paradigme des nations, le CODERM en matière de relations internationales. Notre paradigme repose sur les intérêts et non sur l'amitié. On fait un grand saut. On va passer de 1881 à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en 1942, la Deuxième Guerre mondiale se poursuit quand, tout à coup, Churchill et le président américain Roosevelt se sont donné rendez-vous à Terre-Neuve, ici au Canada. Et là, ils vont faire ce qu'on appelle la conférence de l'Atlantique. Encore une fois, j'en parle dans mon livre « Être noir ou une fabrication occidentale ». Bien sûr que les États-Unis ne sont pas à cette date-là entrés officiellement dans la Seconde Guerre mondiale. Churchill fait pression sur son homologue pour qu'il entre en guerre, mais là, le président américain retarde, n'est-ce pas, son entrée en guerre. Il essaie d'obtenir le plus possible, n'est-ce pas, des nations qui avaient besoin de l'aide américaine. Et quand vous prenez encore une fois le temps de lire les actes de cette conférence qu'on appelle la conférence de l'Atlantique entre Churchill et Roosevelt, vous allez voir
que l'un des points à l'ordre du jour, c'était comment ces deux nations-là, ces deux pays-là, allaient se partager le monde. Jusque-là, l'Empire britannique et l'Empire français contrôlaient plus que 50%, plus que 50% de la population humaine. Est-ce que vous entendez ça? L'Empire britannique et l'Empire français contrôlaient plus que 50% de la population humaine. On retrouvait les Français un peu partout, en Amérique bien sûr, en Asie, en Afrique. On retrouvait les Anglais partout aussi, car c'était le plus grand empire avant l'Empire français. Et les États-Unis disent à Churchill, par la bouche de leur président, ce n'est pas normal que vous nous demandiez notre aide pour que vous ayez la victoire sur Hitler sans que vous ne nous donniez accès aux ressources que vous contrôlez, soit en Afrique ou en Asie. Et dans cette conférence de l'Atlantique, Roosevelt et Churchill, n'est-ce pas, se donnent pour mot de redessiner la carte du monde après la Seconde Guerre mondiale, de manière à ce que désormais les États-Unis d'Amérique puissent avoir accès aussi aux ressources africaines, puissent avoir accès aussi aux ressources asiatiques. Et pour vous qui connaissez bien l'histoire politique, qui comprenez bien la géopolitique, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis, par toutes sortes d'accords, par toutes sortes de manœuvres, vont commencer à implanter leurs bases un peu partout. Eh bien, le ressort de tout cela, c'est d'avoir accès aux ressources du monde, ne plus rester en Amérique. L'Amérique qui est séparée par l'océan de l'Europe, qu'on appelle improprement le vieux continent. Les États-Unis d'Amérique ont dit, nous allons conditionner notre aide à l'Europe à l'accès aux ressources de l'Afrique, à l'accès aux ressources asiatiques, car il n'est pas normal que la France et l'Angleterre se partagent les ressources du monde, tandis que nous, les Américains, on leur fournit de l'aide pour gagner la guerre. Nous allons conditionner notre aide à l'accès aux ressources africaines et asiatiques. Donc, Donald Trump ne crée rien. Et n'allez surtout pas croire que ce sont seulement les États-Unis, les Français, les Anglais qui conditionnent leurs relations avec les autres à leurs intérêts ou par leurs intérêts. Ce sont toutes les nations locodem qui font cela. Le Canada, qui a toujours joué le rôle du bon cop, qui s'est toujours fait passer pour le bon policier, c'est un pays très hypocrite. Dans les années 70, le père de Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, était Premier ministre. Et lui aussi était un Donald Trump à ses heures. Un Donald Trump plus cultivé, puisque Pierre Elliott Trudeau était docteur en droit constitutionnel, gradué de la London School of Economics, mais c'était un Donald Trump à ses heures, dans le sens que lui, il disait aussi tout haut ce que les autres faisaient en secret. Il faisait devant des caméras ce que on oserait faire en tant que chef de gouvernement. On a déjà vu Pierre Elliott Trudeau, n'est-ce pas, lancer un doigt d'honneur au président Nixon devant la caméra parce que ce dernier lui avait interdit d'avoir des rapports personnels avec Castro, car les États-Unis avaient décidé déjà depuis une dizaine d'années de mettre au banc des nations Cuba. Et Pierre Elliott Trudeau a fait un doigt d'honneur au président Nixon. Et j'ai dit que Pierre Elliott Trudeau, c'était un Donald Trump à ses heures, dans le sens qu'il rompait certaines traditions de silence ou de secret. J'en veux pour preuve cet exemple-là. Dans les années 70, le Canada se vantait d'être un pays qui aidait les pauvres nations africaines. Petit conseil, dès qu'un pays vous parle d'Afrique comme d'un continent pauvre, soyez méfiants. Et là, le Canada disait qu'il voulait aider un pauvre petit pays africain de l'Afrique australe. Il s'agit du Lesotho. Et le Canada semblait
dépensé beaucoup de millions d'aides au Lesotho. Sauf qu'un journaliste venait d'avoir accès aux études économiques qui prouvaient que pour chaque dollar, soi-disant donné par le Canada au Lesotho ou prêté par le Canada au Lesotho, 70 cents, imaginez, pour chaque dollar, 70 centimes revenaient au Canada, écoutez bien, sous forme de service à la dette. Et lorsqu'on a cru qu'on allait coincer Pierre Elliott Trudeau en lui posant la question que voici, vous prétendez aider le Lesotho, mais on découvre que vous exploitez le Lesotho car vous prétendez prêter de l'argent au Lesotho pour faire de l'aide au développement, mais sur chaque dollar que vous prêtez, il y a 70 cents qui reviennent au Canada sous forme d'aide, sous forme, de service ou d'intérêt à la dette. Et Pierre Elliott Trudeau disait en réponse, en guise de réponse, écoutez, le Canada, ce n'est pas l'armée du salut. On n'a jamais dit que nous, on faisait une œuvre missionnaire. Quand on aidait, on devait avoir nos propres intérêts là-dedans. Eh bien, que ce soit immoral de penser qu'on vous prête $1 tandis que 70 cents reviennent sous forme de service à la dette, oui, c'est immoral, on s'en fout. Le Canada, disait Pierre Elliott Trudeau, n'est pas l'armée du salut. Si je vous parlais d'un certain Clinton, cela vous dirait quelque chose, bien sûr. Clinton, c'est celui qui a succédé à George Bush père. George Bush père, qui venait d'approuver le premier renversement de Jean-Bertrand Aristide, le premier coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide, n'est-ce pas, perpétré par Cédras et ses sbires, Cédras et sa bande. Et je me souviens, comme si c'était d'hier, de la campagne de Bill Clinton. Bill Clinton faisait campagne sur sa promesse de faire revenir la démocratie en Haïti. Il a fait cette promesse, n'est-ce pas, à Little Haiti, donc au peuple haïtien qui était, ouf, mon Dieu, enthousiaste devant ses promesses. Il a fait ses promesses devant le Black Caucus du Congrès américain qu'il allait faire revenir la démocratie en Haïti s'il était porté à la présidence américaine. Voilà, on connaît l'histoire. Bill Clinton a battu George Bush père. Il a tenu promesse, il a ramené Jean-Bertrand Aristide au pouvoir en Haïti dans les soutes des avions de l'armée américaine, sauf que Bill Clinton a conditionné son retour, sa promesse de faire retourner Jean-Bertrand Aristide au pouvoir en Haïti à la signature par Aristide d'un accord par lequel Aristide ouvrait tout simplement le marché du pays au riz de l'Arkansas, l'État dont Bill Clinton a déjà été gouverneur. Il a gagné sur tous les points, au point que lui-même a dit que c'était l'accord du diable. Et je n'oublierai pas non plus ces fameuses larmes de crocodile de Clinton qui, au lendemain du tremblement de terre de 2010, a avoué, a confessé au monde entier, et surtout au peuple haïtien, avoir détruit l'économie haïtienne. Car, disait-il, jusqu'à moi, Haïti avait une certaine autonomie alimentaire, Haïti avait une certaine autarcie alimentaire. Je lui ai fait perdre cette autonomie alimentaire en forçant le président Aristide à signer cet accord dans lequel Haïti devait ouvrir son marché au riz américain, lequel riz était dompé, était financé, n'est-ce pas, par l'État américain. Encore une fois, vous notez que le paradigme des relations internationales dès le Coderme, c'est un paradigme qui repose sur les intérêts. Quel intérêt ai-je à faire revenir Aristide au pouvoir en Haïti? Mon intérêt, c'est de forcer Haïti à signer cet accord dans lequel le marché haïtien allait s'ouvrir librement
au riz américain. Et vous aurez compris qu'on ne peut pas faire concurrence à l'industrie agroalimentaire américaine parce que c'est une grosse machine. C'est une machine qui est financée par l'État américain, le fameux dumping du riz, contre lequel les États-Unis, n'est-ce pas, se sont opposés justement s'agissant d'autres pays. Quand il s'agit de la Chine, on est contre le dumping, mais s'agissant d'Haïti, on est pour le dumping. Et depuis ce temps, cela ne sert à rien aux paysans haïtiens de produire du riz, car peu importe ses efforts, le riz américain coûtera toujours moins cher. Cela ne sert plus à rien aux paysans haïtiens de produire quelques produits que ce soit. Et moi, je me souviens quand j'étais encore en Haïti, on était fiers de consommer le riz de l'Artibonite. La vallée de l'Artibonite, n'est-ce pas, nourrissait toute la population haïtienne en matière de riz, de même que le Nord pouvait produire à tout le pays, n'est-ce pas, des bananes. Donc on avait littéralement des régions qui étaient spécialisées dans la production de certains produits alimentaires. Mais avec cet accord du diable, imposé par les États-Unis au président Aristide, on a tout simplement perdu notre autonomie, notre autarcie alimentaire, parce que faire revenir la démocratie en Haïti n'était pas une question de principe, c'était une question d'intérêt. On va faire un autre saut d'une dizaine d'années. Je vous amène en 2003. 2003, les États-Unis envahissent l'Irak sous de faux prétextes. Le prétexte, mais c'est que les États-Unis découvrent par sa technologie très avancée que l'Irak développe des armes de destruction massive. On en a toujours eu des doutes. On savait que c'était des mensonges. Les autres nations hésitaient à accompagner les États-Unis. Elles ont fini par dire non. Le Canada a dit non, nous n'allons pas vous accompagner dans cette invasion illégale. La France elle-même a dit non. Les États-Unis ont choisi d'y aller seuls avec les Anglais. Fine. Et très rapidement, étant donné leur puissance de feu, ils ont réduit à la poussière l'armée irakienne. Et quelques semaines plus tard, quelle ne fut la vantardise du président Bush, fils cette fois-ci, lorsqu'il a déclaré à la face du monde « Mission accomplished ». Mission accomplie, nous avons vaincu l'ennemi. Fine. Et tout de suite après, son vice-président, Dick Cheney, allait révéler à la face du monde la véritable raison pour laquelle les États-Unis ont fait la guerre à l'Irak. Dick Cheney l'a dit, c'était pour ses puits de pétrole. Et il a ajouté, puisque les Anglais et les Américains ont été les seuls à se rendre en Irak pour lui livrer la guerre de manière à avoir accès à ces puits de pétrole, nos compagnies vont être les seules aussi à avoir accès au pétrole irakien. Et dois-je vous rappeler qu'avant de devenir vice-président, Dick Cheney a fait toute sa fortune en travaillant pour des compagnies pétrolières. Donc il était normal que Dick Cheney, le faucon, pousse les États-Unis à entrer en guerre contre l'Irak au nom des intérêts d'avoir accès aux puits de pétrole irakiens. Nous sommes là en 2003. Le temps me manquerait si je devais vous parler de l'invasion de la Libye par la France. N'est-ce pas? Le prétexte était que Kadhafi est un dictateur féroce qui maltraite son peuple, etc. Et la France s'est liguée avec les États-Unis, avec les Anglais pour créer ce qu'on appelle un corridor humanitaire aérien de manière à empêcher que l'armée de l'air libyenne frappe son propre peuple. Eh bien, Kadhafi, une fois assassiné, on a compris que l'intérêt véritable de la France, c'était d'avoir accès aux puits de pétrole de la Libye. Et si vous posez la question que voici aujourd'hui à un Libyen, plus de 10 ans après l'assassinat de Kadhafi, est-ce qu'un Libyen est mieux aujourd'hui qu'il ne fut sous Kadhafi? Eh bien, la réponse est claire, non. La Libye est devenue un pays charcuté, n'est-ce pas, contrôlé par des bandits, contrôlé par des terroristes, n'est-ce pas, qui, eux, ont accès aux puits de pétrole et qui négocient en cachette avec, vous comprenez la suite,
avec les compagnies pétrolières françaises. Donc, l'intérêt de la France dans le démantèlement du régime de Kadhafi, ce n'était pas une question de démocratie, c'est de la foutaise tout cela. Ça, c'est un beau discours pour, n'est-ce pas, épater sa propre population. Le modèle des relations internationales dès le Coderme, c'est un modèle qui repose sur les intérêts et non sur des principes, sur des intérêts et non sur l'amitié, sur des intérêts et non sur l'humanité. Je vous avais promis de vous citer une série interminable d'exemples. J'espère que ces exemples-là suffisent à vous faire la démonstration que s'agissant des leucodermes, s'agissant des Blancs, les relations internationales reposent sur les intérêts. Pas d'intérêt, pas de relation. Dès qu'il y a relation, c'est qu'il y a intérêt. Et Charles de Gaulle le dit clairement, les nations n'ont pas d'amis, les nations n'ont que des intérêts. Ça, c'est pour les Blancs. Maintenant, dans cette deuxième partie de l'émission qui s'en vient, je vais vous faire la démonstration que pour nous, les peuples noirs, les relations internationales ne reposent pas sur des intérêts, mais sur l'amitié, car les nations peuvent avoir de l'amitié les unes pour les autres. Les relations internationales reposent sur des principes pour nous, les Noirs. Les relations internationales reposent sur la commune humanité. Les relations internationales reposent sur ce principe que les Africains appellent l'Ubuntu. On s'arrête ici. Je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Dans la première partie de l'émission, je vous ai présenté le paradigme immoral des leucodermes en matière des relations internationales. C'est un paradigme immoral. Il faut appeler un chat, il faut appeler les choses par leur nom. C'est immoral que de conditionner son aide à quelqu'un à l'accès à ses propres ressources.
C'est immoral. C'est comme tenir à la gorge Zelensky que de lui dire « Si vous voulez que je continue à vous fournir des armes, vous devez me donner accès à vos minéraux critiques, à vos terres rares. » Maintenant, je vais vous présenter un autre paradigme. Un paradigme qui repose sur l'amitié pure, un paradigme qui repose sur l'humanité pure, un paradigme qui repose sur l'Ubuntu. Le principe qu'on doit progresser ensemble. Le principe que ce ne sont pas seulement mes intérêts qui comptent, mais nos intérêts qui comptent. Et qu'ensemble, on va plus loin, même si seul, on va plus vite. Je vous amène en Haïti. Au fait, avant qu'Haïti ne soit redevenu Haïti, Haïti est encore une colonie française dans laquelle la France fait travailler comme des bêtes plus de 400 000 de nos ancêtres à titre de captifs. Toute la richesse de la France repose donc sur cette entreprise inhumaine et immorale. Il faut répéter le mot immoralité. Et par un concours de stratégie brillante, Toussaint Louverture parvient au sommet de l'échelle de cette colonie. Général de l'armée et plus tard gouverneur général à vie de cette colonie. Et l'une des premières politiques que Toussaint Louverture va prendre, l'une des premières politiques publiques que Toussaint Louverture va poser, ça, l'histoire ne nous l'apprend pas toujours, c'est qu'il va rendre aux Juifs, écoutez bien, il va rendre aux Juifs des terres que l'État français leur avait confisquées lors de la révocation de l'édit de Nantes. Donc là, j'ai cité plusieurs formules qu'il me faut vous expliquer en tant qu'historien. Le roi Henri IV, le roi français Henri IV, qui était présenté comme un roi pacifique, avait signé ce qu'on appelle un édit, un décret, le fameux édit de Nantes, qui, contrairement à ce qui se faisait avant lui, permettait aux Français, généralement quelconques, de pratiquer la religion de leur choix et de permettre aux Juifs de pratiquer le judaïsme sans perdre aucun droit. C'est ainsi, par exemple, qu'à Saint-Domingue, les Juifs pouvaient pratiquer leur religion. On avait une très vieille synagogue, n'est-ce pas, au Cap en particulier, et on permettait aux Juifs d'enterrer leurs morts selon leurs propres rituels religieux. C'est ainsi qu'au Cap haïtien, ville dont je suis natif, on a encore un très vieux cimetière juif, probablement l'un des plus vieux cimetières juifs au monde, non loin de la ville où je suis né. Et lorsque le roi Louis XIV est monté au pouvoir, l'une des premières politiques publiques qu'il a posées, c'est de révoquer l'édit de Nantes. Donc, l'édit de Nantes, qui était un édit de tolérance religieuse, a été révoqué par Louis XIV et désormais, la seule religion qui était permise sur les territoires français, territoire de l'Hexagone ou territoire français d'outre-tombe, c'était la religion catholique. Et en plus, avec la révocation de l'édit de Nantes, écoutez bien, on interdisait aux Juifs non seulement de pratiquer leur religion, mais on leur interdisait d'avoir quelque propriété que ce soit. En sorte que du jour au lendemain, tous les biens du peuple juif étaient confisqués par l'État. Et puisque Saint-Domingue était une colonie française, les terres, les biens qui appartenaient au peuple juif étaient confisqués par l'État. Lorsque Toussaint Louverture est devenu gouverneur général de Saint-Domingue, même si Saint-Domingue demeurait sur papier une colonie française, l'une des premières politiques que Toussaint Louverture a posées, c'était de rendre aux Juifs les terres qui leur appartenaient. J'ai vu de mes yeux, le pléonasme ici est voulu, vous l'aurez compris,
la signature un peu tremblante de Toussaint Louverture, encadrée de ces 3 points qui expriment, n'est-ce pas, ses convictions maçonniques. J'ai donc vu, de mes yeux vus, un décret signé donc par Toussaint Louverture par lequel il rendait à une famille juive d'Haïti une terre qui lui était confisquée par l'État français et qui lui a été remise par Toussaint Louverture. Et lorsque Toussaint Louverture a pris cette politique publique, vous l'aurez compris, il n'avait aucun intérêt particulier à accommoder les Juifs. Il était seulement guidé par une question de justice naturelle, il était seulement guidé par une question de moralité, il était guidé par de l'amitié. Contrairement au modèle leucoderme qui repose sur des intérêts, eh bien, le modèle de relation entre les nations chez le peuple noir repose uniquement sur l'amitié. Là, je pars de notre ancêtre Toussaint Louverture. À peine est-il fait gouverneur général à vie qu'il prend comme politique publique de rendre au peuple juif les terres qui étaient confisquées par l'État français à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Nous avons, comme vous le savez, proclamé notre indépendance en 1804. Mais avant même la proclamation de notre indépendance, nous avons cultivé comme ADN collectif la haine pour l'esclavage, en sorte que rapidement Haïti est devenue, n'est-ce pas, une nation phare pour combattre l'esclavage où qu'il se trouvât dans le monde. Et l'une des premières décisions que le premier homme d'État haïtien, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, a prise, c'était de proposer, écoutez-moi bien, à l'État américain de racheter chaque esclave noir qui se trouvait sur son territoire. Imaginez, les amis, nous sommes un petit pays à peine sorti des griffes de l'État français, et notre premier homme d'État a choisi d'écrire au président américain pour lui proposer de racheter chaque esclave noir qui se trouvait sur le sol américain. Ça, ce sont des choses qu'on nous cache, et le président américain était à ce point offusqué par la proposition de l'empereur Jean-Jacques Dessalines qu'il a décidé, n'est-ce pas, de cacher cette lettre-là et d'en faire, si vous voulez, un secret d'État. On a appris cela par d'autres sources, cette fois-ci haïtiennes. L'une des premières décisions, l'une des premières correspondances que le premier homme d'État haïtien a entretenu, a lancé, n'est-ce pas, auprès du président américain, c'était de lui proposer d'acheter chaque esclave noir qui se trouvait sur son sol. Et de suivre un ordre chronologique, enfin plutôt une logique diachronique, d'y aller, n'est-ce pas, vraiment date après date, je pourrais passer de 1804, 1805 à 1824. En fait, je ne résiste pas à l'idée de le faire pour vous parler de cette décision du président Boyer, l'un des successeurs de Jean-Jacques Dessalines, qui a choisi, lui, d'accueillir plus de 6000 Noirs américains qui subissaient la discrimination aux États-Unis, et il a choisi de les accueillir. Et si vous prenez le temps de fouiller dans les archives historiques haïtiennes, avant de les accueillir, le président Boyer a envoyé 2 circulaires aux divers commandants des divers arrondissements d'Haïti, les enjoignant à bien accueillir ses frères américains, à leur réserver des terres qui appartenaient à l'État et à les nourrir à même les magasins de l'État. Et le président Boyer prend soin de préciser auprès de ses commandants d'arrondissement ce qu'il fallait donner
à ces Noirs américains qui arrivaient sur notre terre. Il fallait leur donner de la morue, il fallait leur donner du café, il fallait leur donner du poisson séché, il fallait leur donner ceci et cela, selon une portion généreuse tous les 15 jours, à même les magasins de l'État. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'Haïti a toujours vécu au crochet, n'est-ce pas, de la communauté malveillante et que, n'est-ce pas, la communauté malveillante n'a pas le choix que de nous laisser tomber. C'est pourtant faux. Ma démonstration va dans le sens contraire. Non seulement nous-mêmes, nous avons proposé au monde et avons toujours cultivé le paradigme des relations internationales basées sur la pure amitié, basées sur la commune humanité, basée sur le concept de l'Ubuntu africain. Je vous ai parlé de Toussaint Louverture, je vous ai parlé de Jean-Jacques Dessalines qui avait proposé au président américain de racheter chaque, n'est-ce pas, captif noir américain. Et on vient de voir en 1824, le président Boyer a accueilli pas moins de 6000 noirs américains. Il leur a donné des terres à cultiver. Il leur a fourni de la nourriture jusqu'à ce qu'ils soient devenus autonomes. Voilà un autre exemple du paradigme des relations internationales basé sur l'amitié, basé sur la commune humanité, basé sur l'Ubuntu et non sur des intérêts comme les leucodermes aiment à nous le dire. Sauf que là, il me faut revenir aux années 1810-1811. On le sait, l'empereur Jean-Jacques Dessalines est assassiné à la suite d'un complot transnational. J'aime à vous dire que avant son assassinat, les journaux américains disaient avec force détail que cet homme d'État noir allait être assassiné. En particulier, un journal de la ville de Philadelphie annonçait que le premier homme d'État haïtien allait être assassiné. L'assassinat une fois perpétré, Christophe Henry est devenu chef d'État dans le Nord, qu'il a transformé en un royaume prospère, en un royaume illustre. Cela vaut la peine de lire sur les archives historiques, n'est-ce pas, du roi Christophe. Et je vais vous fournir pas moins de 3 exemples chez le roi Christophe de ce paradigme de relations internationales basé non pas sur les intérêts, mais basé sur l'amitié, basé sur la commune humanité, basé sur l'Ubuntu. 1811. Christophe est déjà roi, n'est-ce pas, au nord d'Haïti. Tout à coup, n'est-ce pas, sa marine royale aperçoit un bateau portugais dans les eaux haïtiennes. On intercepte ce bateau et qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des enfants qui ont été faits captifs, n'est-ce pas, en Afrique, et qui allaient être vendus probablement du côté, n'est-ce pas, qui allaient être vendus comme esclaves dans l'un des pays des Caraïbes. Et vous savez ce qu'a fait Christophe? Sa marine royale a intercepté ce bateau en 1811, a libéré les enfants et en a fait des citoyens haïtiens au risque de provoquer une guerre contre le Portugal. N'oubliez pas que nous sommes en 1811, le Portugal est une puissance esclavagiste, l'une des premières d'ailleurs. N'oublions pas que le principe de la colonisation tel que nous l'avons connu dans l'histoire a été conçu et implanté par le Portugal. Eh bien, si Christophe calculait ses intérêts géopolitiques, si sa relation internationale, n'est-ce pas, reposait sur les intérêts, eh bien, il renoncerait à cette réaction toute humaine, cette réaction basée sur l'amitié, cette réaction basée sur la commune humanité. Il renoncerait à l'idée d'intercepter ce bateau et de libérer les enfants. Non. Il a dit, les relations internationales de mon royaume vont être basées sur l'amitié, vont être basées sur la moralité publique, vont être basées sur la commune humanité. Nous allons intercepter ce bateau et libérer les enfants qui ont été faits captifs par
le Portugal. Là, nous sommes en 1811. La même année, 1811, cette fois-ci, il s'agit d'un autre bateau, cette fois-ci d'un bateau espagnol. La marine royale intercepte ce bateau espagnol et qu'est-ce qu'on y trouve? 205 adultes africains qui ont été faits captifs sur le continent africain et que ce négrier espagnol allait revendre sûrement dans l'un des pays de la Caraïbe. La marine royale de Christophe a intercepté ce bateau et contrairement au paradigme des pays leucodermes dont les relations internationales reposent sur des intérêts, Christophe n'a pas fait de petits calculs économiques, il n'a pas fait de petits calculs géopolitiques. Ces relations internationales reposent une fois de plus sur la pure amitié, sur la commune humanité. Il a intercepté ce bateau espagnol. Il a libéré les 205 Africains qui s'y trouvaient et il en a fait sur le champ des citoyens haïtiens. 205. Plus tard encore, en 1817, un autre navire portugais chargé de pas moins de 145 adultes, des Africains qui ont été faits captifs une fois de plus en Afrique. La marine royale de Christophe a intercepté ce bateau, a libéré ces 145 adultes. Il en a fait des citoyens haïtiens au risque de provoquer une guerre contre l'Espagne, car pour nous, les peuples noirs, nos relations internationales ne reposent pas sur des intérêts. Nos relations internationales ne reposent pas sur des intérêts mesquins comme l'argent. Nos relations internationales reposent sur le paradigme de l'amitié, sur le paradigme de la commune humanité, sur le paradigme de l'Ubuntu. 3 fois plutôt qu'une. 1811, une première fois, un bateau portugais. 1811, une deuxième fois, un bateau espagnol. 1817, une troisième fois, un autre bateau espagnol. Notre roi bien-aimé Christophe a libéré des enfants, a libéré des adultes qui ont été capturés en Afrique. Et il en a fait des citoyens haïtiens. Que dire de Pétion, qui a reçu Simón Bolívar, celui qu'on appelle le libérateur de la Grande Colombie. Si aujourd'hui des pays comme la Colombie, des pays comme le Venezuela, n'est-ce pas, se targuent de leur souveraineté, eh bien, ils doivent cette souveraineté au peuple haïtien. 2 fois plutôt qu'une, Simón Bolívar est allé en Haïti pour solliciter notre aide, qu'il a obtenue d'ailleurs. L'État haïtien a même permis à Simón Bolívar de recruter des soldats volontaires. On lui a donné des armes, des munitions et de l'argent. Au risque, encore une fois, de provoquer une guerre contre l'Espagne, qui était une toute puissance en ce moment-là. Sauf que pour nous, le peuple noir, nos relations internationales ne reposent pas sur des intérêts, elles reposent sur des principes. Le principe de la liberté, le principe de l'égalité entre les humains, le principe de l'amitié pure, le principe de la commune humanité. On a donné de l'argent à Simón Bolívar, on lui a donné des armes, on lui a donné des munitions, on lui a permis de recruter nos propres soldats. Ici, des pays comme le Venezuela, la Colombie, comme je viens de le dire, sont libres aujourd'hui. Ils doivent leur liberté à la pure amitié du peuple haïtien. Je vais vous ramener une fois de plus en 1821-1829. L'Empire ottoman, l'Empire turc contrôle une bonne partie, n'est-ce pas, du monde, entre autres la Grèce. Les Grecs se livrent depuis près d'une dizaine d'années dans une guerre révolutionnaire contre l'Empire ottoman, contre l'Empire turc. Et lorsque les Grecs qui avaient une association à Paris ont sollicité l'aide de l'État haïtien pour mener leur guerre, pour soutenir leur effort de guerre révolutionnaire contre les Ottomans, Haïti, là encore, a répondu présent. Vous savez ce qu'on a fait? On a donné à la Grèce 25 tonnes de café. Et l'armée révolutionnaire grecque a pu revendre ces 25 tonnes de café
pour avoir de l'argent, de telle sorte que ces révolutionnaires ont pu se fournir en armes et en munitions. Nous sommes en 1829 et nous étions le premier pays, je dis bien le premier pays à reconnaître la souveraineté de la Grèce, parce que pour nous, notre modèle de relations internationales repose sur le principe de la moralité, sur le principe de l'autodétermination des peuples. Faisons un grand saut maintenant. Allons au 19e siècle, rentrons au 20e siècle. Revenons à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, on le sait, les Allemands sont puissants, ils déploient leurs forces, ils déploient, n'est-ce pas, leur influence sur toute l'Europe et ils imposent, n'est-ce pas, des sanctions contre les Juifs qui ne sont pas encore une nation au sens technique du terme. Et les Juifs partent un peu partout en quête d'une terre de refuge. C'est ainsi donc qu'un bateau juif est arrivé dans des eaux canadiennes. Ah, il ne faut pas oublier cela. Le Canada qui tente de se faire passer comme le pays qui a toujours aidé les autres. Eh bien, savez-vous quoi? Ce bateau chargé de juifs, rempli donc de juifs, qui est parvenu dans les eaux canadiennes, a été refoulé en Europe. Pour quelle raison? Parce que le Canada ne voulait pas avoir à rendre des comptes, n'est-ce pas, au régime nazi. Il a refoulé ce bateau rempli de juifs au risque pour ces derniers de se faire tuer par les nazis. Au même moment, savez-vous ce qu'a fait Haïti? Haïti n'avait absolument aucun intérêt à s'aliéner la puissance nazie. Au même moment, l'État haïtien a signé des certificats de naturalisation in absentia pour tout juif, généralement quelconque, qui cherchait une terre de refuge. C'est tellement émouvant, si vous plongez dans ces archives-là, de relire, n'est-ce pas, ces certificats de naturalisation qui portent la signature de notre ministre de Justice et qui offraient la citoyenneté haïtienne à tout juif, généralement quelconque, qui perdait une maison, qui perdait un parent, n'est-ce pas, en Europe, et qui se cherchait une terre d'accueil. Haïti non seulement était prête à accueillir ce juif généralement quelconque, mais Haïti offrait in absentia, sans même connaître ce juif, il lui offrait déjà un certificat de naturalisation qui lui permettait d'avoir un passeport, le mot même le dit, qui lui permettait d'embarquer dans un navire à destination d'Haïti. Encore une fois, quand on a fait cela, on n'avait aucun intérêt géopolitique, puisque les Juifs n'avaient pas encore de pays, les Juifs n'étaient pas encore reconnus comme une nation. C'est vrai que par la suite, l'État d'Israël est devenu une puissance, n'est-ce pas, régionale, mais lorsque nous avons pris cette décision d'accorder la naturalisation à tout Juif généralement quelconque, c'était contre nos intérêts géopolitiques, mais nous l'avons fait par pure amitié. Nous l'avons fait parce que pour nous, la relation internationale repose sur l'amitié, la relation internationale repose sur la pure humanité, sur l'Ubuntu. Et c'est ainsi que nous avons voté pour la reconnaissance de l'État d'Israël comme État au sein des Nations Unies. Les votes étaient serrés. Encore une fois, relisez le Hansard, relisez le rapport de vote aux Nations Unies. Haïti a choisi de donner son vote pour faire reconnaître Israël comme nation. Pas parce qu'on avait un penchant pro-juif, mais tout simplement parce que nous sommes mus par le principe de l'autodétermination des peuples et que nous croyons que chaque peuple de la terre a droit à sa part de soleil et que ce n'est pas vrai que j'ai besoin de tuer ton étoile pour allumer ma bougie. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Ça, c'est une conception nègre, c'est une conception noire des relations internationales. Je n'ai pas le temps de
vous parler de notre contribution à la reconnaissance d'autres nations. Je parle de l'Éthiopie, je parle aussi, n'est-ce pas, de la Libye, j'ai déjà parlé d'Israël, j'ai parlé de la Grèce. Et que dire des Levantins, c'est-à-dire des Syriens, que dire des Libanais qui, pendant le 19e siècle, n'est-ce pas, étaient exposés à une guerre civile basée sur la religion. Les Syriens laissaient leur pays, les Libanais laissaient leur pays, ils étaient en quête d'une terre de refuge, ils se retrouvaient en Argentine, ils se retrouvaient au Brésil et, comme par hasard, ils se sont retrouvés en Haïti. Et vous savez quoi? Même s'il y a eu quelques moments de turbulence, Haïti a ouvert ses portes, Haïti a ouvert ses ports, Haïti a ouvert ses grandes rues au peuple levantin. En sorte que, hélas, aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent notre économie, mais contre nous, oubliant ce que nous leur avons fait du bien. Donc, vous notez encore une fois les deux paradigmes. D'un côté, vous avez le paradigme des leucodermes, basé sur les intérêts. De Gaulle disait, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Alors que le paradigme du peuple noir dit tout à fait le contraire. Les relations internationales peuvent être basées sur l'amitié. Les relations internationales peuvent être basées sur la commune humanité. Les relations internationales peuvent être basées sur l'Ubuntu. Et vous notez une chose, on n'a pas besoin d'avoir de grands moyens pour être un bon peuple. Lorsqu'Haïti a aidé la Grèce en lui donnant 25 tonnes de café, mais on était géographiquement un petit pays avec de très faibles moyens. La France nous siphonnait déjà nos ressources puisque la France nous imposait déjà ses 150 000 francs or, l'équivalent de, on l'a dit, n'est-ce pas, 27 milliards d'euros aujourd'hui. Nous devions rembourser cette dette jusqu'à 5 fois plutôt qu'une. Nous avons mis un siècle à payer cette rançon de l'indépendance à la France, qu'elle nous doit d'ailleurs. Vous n'avez pas besoin d'être un peuple riche pour être un bon peuple. Vous n'avez pas besoin d'être une puissance militaire, une puissance économique pour être bon. L'histoire nous apprend au contraire que les peuples qui sont une puissance économique sont de très mauvais peuples. Suivez mon regard, les États-Unis d'Amérique. Suivez mon regard, la France. Alors que nous nous disons, même si géographiquement nous sommes petits, même si économiquement nous sommes faibles, nous pouvons être de bons peuples. Et je voudrais terminer par cette histoire, vous direz une fable, mais une fable qui enseigne une telle leçon de vie. Je l'ai déjà racontée. Une fois, un adulte observait un jeune homme qui se trouvait tout près d'un lac et qui voyait un scorpion se noyer. À chaque fois que le scorpion allait se noyer, le jeune homme tendait une branche d'arbre et grâce à cette branche d'arbre, le scorpion remontait à la surface. Sauf que quand le scorpion remontait à la surface, il piquait le jeune homme. Et le jeune homme, dans sa frayeur, lance par terre, n'est-ce pas, ou plutôt lance dans l'eau sa branche d'arbre et le scorpion risquait encore de se noyer. Et là encore, voyant que le scorpion allait se noyer, il tendait une autre branche au scorpion qui remontait à la surface pour reposer le même geste, le piquer. Et lui encore, étant effrayé, lâchait, n'est-ce pas, la branche d'arbre et l'exercice recommençait à chaque fois. Et le vieillard s'approchant du jeune homme, il lui a lancé des remontrances, des reproches. Mais ne voyez-vous pas que c'est précisément parce que vous sauvez le scorpion qu'il arrive à vous piquer? Mais quelle ne fut la sagesse du jeune homme lorsqu'il a dit « Il est dans la nature du scorpion de piquer, mais il est dans ma nature de le sauver, il est dans ma nature d'être bon. » Quelle belle leçon de sagesse. Il est dans la nature des leucodermes de conditionner leur aide à des intérêts. Mais nous savons que ce comportement-là, il est immoral. Ce comportement-là, il est malveillant. Mais
il est aussi dans notre nature de baser nos relations internationales sur l'amitié, sur la commune humanité, sur l'Ubuntu. On nous a déjà taxé de naïveté. Les Locodem pensent que nous sommes naïfs, que nous sommes idiots, que nous ne savons pas compter, que nous nous assoyons sur de l'or et que nous n'en connaissons pas la valeur, grand bien leur soit. S'il est dans leur nature de conditionner leurs relations internationales à leurs intérêts, continuons-nous, le peuple noir, de proposer des relations internationales basées sur l'amitié, basées sur la commune humanité, basées sur l'Ubuntu. Quel grand peuple nous sommes. Nous sommes grands, pas parce que nous sommes riches. Nous sommes grands, pas parce que nous avons une grande puissance militaire. Nous sommes bons parce que nous avons de bonnes valeurs. Nous sommes bons parce que nos relations reposent non pas sur des intérêts, mais parce qu'elles reposent sur l'amitié, sur la commune humanité, sur l'Ubuntu. Restons ainsi, car le bien demeure le bien, même si tout le monde est contre. Le mal demeure le mal, même si tout le monde est pour. Bonne semaine, les amis. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive le peuple noir, vive Haïti, vive le peuple haïtien. Au revoir.